Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, notre voyage nous emmène en Australie, plus particulièrement à Melbourne, afin d'évoquer le match de water-polo Hongrie-URSS qui s'est déroulé lors des Jeux Olympiques de 1956. Melbourne accueille la compétition du 22 novembre au 8 décembre 1956. Pour la première fois dans l'histoire, les Jeux se déroulent alors dans l'hémisphère sud. Cette année-là est marquée par une multitude d'événements politiques majeurs, tels que l'affaire du canal de Suez, le deuxième conflit entre l'Égypte et l'Israël, mais également par l'invasion de la Hongrie par les chars soviétiques. En pleine guerre froide, le sport est donc l'occasion pour les peuples de montrer leur puissance, mais également toute leur résistance. C'est ainsi que le 6 décembre 1956, le match de water-polo Hongrie-URSS vire au drame, sous fond de tensions géopolitiques entre les deux pays. Je vous propose donc de découvrir l'histoire de ce match, plus communément appelé le bain de sang de Melbourne. À un certain niveau, le sport n'a plus rien à voir avec le fair-play. Il met en jeu la haine, la jalousie, la forfanterie, le mépris de toutes les règles et le plaisir sadique que procure le spectacle de la violence. En d'autres termes, ce n'est plus qu'une guerre sans coup de feu. Après la venue des joueurs du Dynamo de Moscou en Grande-Bretagne, qui avait pour objectif de consolider le sentiment d'amitié qui avait permis à ces deux nations de vaincre le nazisme, voici ce que déclarait George Orwell le 14 décembre 1945 dans un texte resté célèbre, The Sporting Spirit, l'esprit sportif, publié dans le journal Tribune. Si cette venue a permis en effet aux joueurs soviétiques de se mesurer aux sportifs britanniques, ces rencontres vont créer un sentiment ardent et de véhémence. Cette citation annonçait déjà le climat sportif de la guerre froide, mais elle exposait également l'étonnante naïveté de l'esprit olympique conçu par le baron Pierre de Coubertin, empreint de pacifisme et de fair-play. L'homme, né le 1er janvier 1863 à Paris, n'a alors qu'une idée en tête, que les Jeux Olympiques reprennent vie. Alors, du 16 au 23 juin 1894, il parvient à réunir 58 délégués français de 24 organisations et clubs sportifs, plus 20 étrangers provenant des États-Unis, de Russie ou encore de Grande-Bretagne, qui représentent 13 fédérations. Avec le soutien du grand mouvement en faveur de la paix, ce tout nouveau congrès vote ainsi pour le rétablissement des Jeux Olympiques. Le Comité international olympique, le CIO, voit alors le jour, Coubertin devient son secrétaire général et les premiers Jeux olympiques modernes se déroulent à Athènes en 1896. Dès sa création, le CIO ne souhaite pas que les Jeux soient un agent du bellicisme. Pour eux, les compétitions sportives doivent aider les relations internationales à s'apaiser et à se pacifier. Ô sport, tu es la paix. Tu établis des rapports heureux entre les peuples en les rapprochant dans le culte de la force contrôlée, organisée et maîtresse d'elle-même. Par toi, la jeunesse universelle apprend à se respecter et ainsi la diversité des qualités nationales devient la source d'une généreuse et pacifique émulation. Écrivait le baron en décembre 1912 dans son livre Hôte des sports. Malheureusement, les Jeux Olympiques n'ont pas toujours été les Jeux de la paix. Eh oui, ils possèdent une face noire, une face sombre que l'histoire ne pourra effacer. Dès 1904, les Jeux Olympiques de Saint-Louis furent les Jeux de la honte. Ces Jeux étaient avant tout ceux de l'Amérique blanche. Pour le Sud profond, dont Saint-Louis est l'un des bastions, la supériorité de la race blanche allait de soi. En marge des épreuves sportives se tient l'une des compétitions les plus controversées de l'histoire des Jeux Olympiques modernes. Les journées anthropologiques se tiennent les 12 et 13 août 1904. Véritables célébrations racistes, elles avaient pour but de démontrer scientifiquement les désavantages athlétiques des races considérées comme inférieures dans une Amérique ségrégationniste. Mais ces Jeux de 1904 n'ont pas été les seuls à entacher les valeurs de l'olympisme. Les Jeux de 1912 sont également marqués par le racisme. Les Jeux de l'entre-deux-guerres sont marqués par les querelles entre les vainqueurs et les vaincus, aux grandes dames du baron de Pierre de Coubertin, qui aurait souhaité que cette rencontre fît celle de la réconciliation. Enfin, les Jeux de 1936 sont marqués par le national-socialisme et la propagande hitlérienne. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde reste en guerre. L'ennemi n'est plus le nazisme, il est maintenant rouge. Le bloc occidental, dirigé par les USA de Truman, font face au bloc de l'Est, commandé par l'URSS de Staline. Suite aux différentes conférences survenues pendant et à la fin de la guerre, l'armée rouge occupe de nombreux pays de l'Est, et notamment la Hongrie, qui a été ramenée à ses frontières de 1938
par le biais du traité de Paris de 1947. À l'époque, la Hongrie est encore une démocratie multipartite. Les élections de 1945 conduisent à la mise en place d'un gouvernement de coalition dirigé par le Premier ministre Zoltán Tildy, devenu le premier président de la République de Hongrie en 1946. Mais le pays se trouve dans la sphère d'influence de l'Union soviétique, et le Parti des communistes de Hongrie, favorable aux soviétiques, divise alors le gouvernement, malgré qu'il n'ait obtenu que 17% des voix aux élections. Et en 1949, le Parti communiste fusionne avec le Parti social-démocrate pour devenir le Parti des travailleurs hongrois. La République populaire de Hongrie est alors proclamée. La Hongrie devient alors un État communiste sous la direction de l'autoritaire Matyas Rákosi, le meilleur disciple hongrois du grand Staline. Cependant, le 5 mars 1953, Joseph Staline, l'homme le plus puissant de la planète, meurt dans sa résidence personnelle à Kunsznevo. Le décès du dirigeant communiste a alors des conséquences immédiates au sein de la Hongrie. Le réformateur Imre Nagy remplace Matyas Rákosi, qui reste cependant secrétaire général du parti hongrois. Le 14 mai 1955, l'Union soviétique met en place le pacte de Varsovie, qui lie alors la Hongrie à l'Union soviétique et aux voisins d'Europe centrale et orientale. Mais la même année, son voisin autrichien établit sa neutralité et sa démilitarisation via le traité d'État autrichien. Cela ravive donc les espoirs hongrois de devenir également neutre. Et en 1955, Nagy estime qu'il y a la possibilité pour la Hongrie d'adopter un statut neutre sur le modèle autrichien. Cependant, en avril 1955, Imre Nagy est discrédité et quitte alors ses fonctions de Premier ministre. Survient alors l'année 1956, une année qui était un véritable tournant dans les relations internationales dans le monde. Dès le début de l'année, en février, Nikita Khrouchtchev, devenu premier secrétaire du Parti communiste, critique son prédécesseur dans un rapport secret au 20e congrès du Parti communiste à Moscou. 4 mois plus tard, le 28 juin, à Poznań en Pologne, des revendications ouvrières débouchent sur de violentes émeutes, entraînant des dizaines de morts parmi les protestataires et amènent les soviétiques à réduire le nombre de troupes soviétiques en Pologne et à placer à la tête du pays le dirigeant réformiste Władysław Gomulka, emprisonné quelques années plus tôt sur ordre de Staline. Dès lors, ces concessions obtenues par les Polonais encouragèrent de nombreux Hongrois à espérer des concessions similaires. Les étudiants, les journalistes et les écrivains sont de plus en plus actifs et critiques sur la politique nationale communiste. Le 16 octobre 1956, les étudiants de la secte ont ignoré le syndicat étudiant communiste officiel, la DIS, et ont rétabli le MEFEZ, Union des étudiants universitaires hongrois, une association démocratique qui avait été interdite par la dictature de Rákosi. Les événements s'enchaînent alors très rapidement. Le 23 octobre, les étudiants, puis l'armée et les habitants de la ville se sont soulevés contre le gouvernement communiste. La grève générale s'est rapidement propagée à travers le pays. Des assemblées de travailleurs se sont organisées spontanément et ont spécifiquement demandé la démission de tous les dirigeants de la période stalinienne. Dans un premier temps, les soviétiques tentent mollement d'intervenir. Le 24 octobre, les chars soviétiques, sous l'ordre du ministre de la Défense, entrent dans Budapest. Le 25 octobre, l'AVH, la police politique de Hongrie communiste, tire sur une foule de manifestants rassemblés en face du bâtiment du Parlement. Après un retrait des troupes soviétiques à partir du 27 octobre, un cessez-le-feu est arrangé le lendemain à Budapest. Les Hongrois croient alors dur comme fer que l'heure de leur victoire est arrivée. Budapest est galvanisée, et le 30 octobre, on assiste à l'occupation du siège du Parti communiste. Les Hongrois révoltés massacrent alors les occupants ainsi que des gardes qui n'ont rien à voir avec le régime. La révolte tourne rapidement au massacre. Nagy, qui est entre-temps redevenu Premier ministre, est gagné par l'exaltation de ce mouvement populaire. Il s'engage alors dans la voie de la démocratie et du multipartisme. Le 1er novembre, il forme un nouveau gouvernement de coalition. Il annonce également le retrait de la Hongrie du pacte de Varsovie. La réaction russe est alors impitoyable. Dès le dimanche 4 novembre, l'armée rouge investit Budapest. Plusieurs divisions, plusieurs centaines de chars entrent dans la ville. Malgré la résistance héroïque des insurgés, étudiants aussi bien que salariés, la répression soviétique fait plus de 20 000 morts. C'est dans ce lourd, terrible, sanglant contexte que l'URSS et la Hongrie arrivent à Melbourne pour le début de la compétition olympique le 22 novembre 1956.
Le CIO a choisi ce lieu car très éloigné du continent européen, où le contexte politique est plus que pesant. Ce sont les premiers Jeux à voir des pays boycotter la compétition, comme l'Espagne, la Suisse, le Liban, les Pays-Bas ou encore l'Égypte. Pas moins de 100 000 spectateurs assistent à la cérémonie d'ouverture au stade olympique du Melbourne Cricket Ground. Tandis que les athlètes hongrois sont acclamés à leur passage, les athlètes soviétiques défilent quant à eux sous silence et sous les huées. À son arrivée dans le village olympique, la délégation hongroise donne le ton, en déchirant le drapeau de la Hongrie communiste pour le remplacer par celui de la Hongrie libre. Sur le plan sportif, la Hongrie a beaucoup de chances de revenir d'Australie avec l'or olympique, notamment, comme vous vous en doutez, grâce à sa brillante équipe de water-polo. En effet, le pays enregistre de bonnes performances en water-polo depuis l'introduction de ce sport au JO 1900. Déjà championne olympique en 1936 devant l'Allemagne nazie à la différence de but, elle l'est en 1952 devant la Yougoslavie, là aussi à la différence de but, avant d'être championne d'Europe en 1954, toujours devant cette même équipe yougoslave. La pression est donc pesante sur l'équipe de water-polo hongroise. Elle veut essuyer l'affront de l'intervention soviétique à Budapest, mais aussi celle de la défaite contre l'URSS à la surprise générale à l'été 1956. Innovant avec sa défense en zone, elle ne laisse aucune chance aux États-Unis, à l'Allemagne et à l'Italie en phase de groupe. Mais à l'annonce de leur adversaire en demi-finale, les Hongrois sont galvanisés. Le 6 décembre, Garmaty, Zador et leurs coéquipiers s'apprêtent à retrouver, lors de la demi-finale, l'équipe soviétique qui s'entraîne en Hongrie depuis 2 ans. Ils vont enfin pouvoir prendre leur revanche dans le bassin olympique de Melbourne. Le match débute alors à 15h25, dans une tension dramatique amplifiée par l'engagement physique habituel des premières minutes. Mais très vite, la supériorité hongroise se révèle. Les Magyars mènent logiquement 2-0. Les Soviétiques ne peuvent rien faire face à la puissance physique et tactique du tenant du titre. Contrariés par le fait qu'ils soient dominés, les Soviétiques font monter le ton, en insultant, en devenant plus rugueux et durs sur les Hongrois. Mais lors d'une action quasi banale, Garmaty frappe volontairement le capitaine soviétique au visage. Dans l'instant, une bagarre générale éclate dans le bassin olympique. Malgré tout, les Russes n'abdiquent pas, tentent d'attaquer, mais, contrariés par la défense en zone hongroise, encaissent 2 autres buts par Zador et Markovic, qui portent le score à 4-0 pour les champions olympiques. Mais ce qui va véritablement occasionner ce bain de sang et laisser ce match tristement dans la légende, c'est simplement une histoire de changement tactique. Alors que le Hongrois Antal Bolvari est au marquage du Russe Prokopov, le Hongrois est contraint de sortir lors du dernier carton. L'entraîneur hongrois demande alors à Zador de marquer Prokopov. Le Hongrois, plus fort athlétiquement et très bon nageur, nargue le Russe. Mais, distrait par un coup de sifflet de l'arbitre, et alors qu'il ne restait qu'1 minute au compteur, le Russe lui assène un violent coup de poing qui ouvre l'arcade du joueur hongrois. Dès lors, la confusion et le chaos règnent dans le bassin olympique. Tous les nageurs s'empoignent, certains joueurs sont blessés. Dans les gradins, le public est survolté et insulte les soviétiques. Certains sautent par-dessus les barrières, chevauchant le service de sécurité. L'arbitre décide de siffler la fin du match alors qu'il ne reste qu'1 minute à disputer et la police intervient pour empêcher la foule de prendre à partie l'équipe soviétique. La Hongrie est donc déclarée vainqueur 4-0. L'image de Zador, le visage en sang, fait la une des journaux, présentant les soviétiques comme des barbares. Paradoxalement, la finale contre la Yougoslavie en devient presque secondaire. Terminant le match à 6 et malgré l'absence de Zador, la Hongrie finit tout de même championne olympique en s'imposant sur le score de 2-1. Les Russes, 3e du tournoi et donc sur le podium olympique, doivent entendre résonner l'hymne hongrois. Mais que faire ? Que faire par la suite ? En Hongrie, la répression y est toujours d'actualité. Au moment même du match contre l'URSS, les chars soviétiques ont de nouveau tiré sur la foule, faisant 2 morts. Alors, sur les 112 membres de la délégation hongroise présente en Australie, et pas seulement l'équipe de water-polo, seuls 44 vont rentrer au pays, les autres profitant d'être dans le bloc de l'Ouest pour demander l'asile à Canberra. Melbourne 1956 est donc la preuve que la relation entre la guerre et le sport est très forte. Le contexte est venu masquer les idéaux de paix de Pierre de Coubertin qui voyait dans le sport, et plus particulièrement dans les jeux, un moyen d'établir des rapports heureux entre les peuples. En cette période de guerre froide,
Le sport a donc permis de donner une connotation physique au conflit idéologique, faisant du bain de sang de Melbourne la revanche par les jeux sur la géopolitique et la lutte armée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder nos précédentes vidéos sur la chaîne et à vous abonner pour être au courant de nos dernières vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Istertre. Au revoir.